Le 2 mars prochain, le monde célébrera la journée mondiale de l'eau. Et justement, en anticipation, nous avons décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains le musée de l'eau de Moutili. C'est un musée qui est situé justement dans le village de Kouanda, c'est au Burkina Faso. Et on partira à la découverte de ce musée tout au long de cette semaine à travers bien sûr la rubrique à la découverte de. Tout à l'heure, vous aurez les informations avec El Hadj Amadé Soro qui sera là pour la revue de presse. Notre invité du jour est Dr Boukari Nebié, qui est analyste du discours. Il est ancien chercheur également à l'université. Avec lui, nous allons analyser, bien sûr, la situation, disons le discours sur la situation de la nation du Premier ministre qui a été exposé au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera également dans un instant dans la rubrique invité du jour. Plus tard, nous allons recevoir des responsables de Savane Média pour parler et partager donc une nouvelle avec les téléspectateurs. Ça sera aussi en deuxième partie de cette émission. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est une nouvelle semaine qui débute pour nous. Alors, bienvenue à Bonjour le Faso. Mais comment débuter cette aventure sans vous dire bonjour? Donc, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Bobo Dioulasso, depuis Koudrou, depuis Ouagadougou, depuis Senkansé, depuis Fada et partout au Burkina Faso. Bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. On vous souhaite d'ailleurs de passer une excellente semaine. Pour la première rubrique, c'est à la découverte 2 et on y va pour commencer. Nous partons cette semaine au musée de l'eau de Moutili pour justement découvrir ce musée. On a décidé justement de valoriser ce liquide précieux qu'est l'eau à travers la découverte de ce musée. Il faut dire que le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation, M. Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila, mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans le village, dans un quartier appelé Moutili, dans le village de Kouanda. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et la recherche de l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez également l'eau, les toilettes et des citations en lien avec le thème. Il y a la vitrine femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée de l'eau endurée par la femme le long du chemin à parcourir pour avoir de l'eau. On a également au niveau de cette vitrine des canaries, des bidons que ces femmes-là utilisent pour avoir de l'eau. La vitrine de la promotion des droits humains, la vitrine en rapport avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve les différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours, la vitrine en rapport avec les changements climatiques, on a la vitrine en rapport avec la météorologie. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher, comme les canaries, les pompes, les bidons et les fourrages. D'un autre côté, il valorise également le côté immatériel en lien avec l'eau, ce qui explique d'ailleurs l'existence de pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations et des chants en rapport avec l'eau. Ce musée à ciel ouvert a pour principal objectif de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon son promoteur, M. Alassane Samoura. La difficulté principale reste la question financière selon lui. Et pour lui, le musée n'a pas de financement pour son entretien parce que c'est un musée privé et l'État ne l'accompagne pas dans l'entretien du musée. Pour lui, ces dernières années aussi, le musée reçoit de moins en moins de visiteurs suite à la crise sécuritaire. L'autre grande difficulté reste toujours la question foncière car une partie de la parcelle du musée de l'eau non couverte a été délimitée et vendue par des promoteurs immobiliers. C'est une affaire qui a été justement réglée d'ailleurs en justice. Alassane Samoura donc souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée de l'eau car le musée appartient à tous les Burkinabés. Pour lui, c'est un patrimoine mondial qu'il faut protéger et ce musée à ciel ouvert ouvre ses portes bien sûr à tous ceux qui souhaitent visiter le musée de l'eau. Et c'est l'occasion pour nous encore de passer le bonjour à M. Alassane Samoura qui a d'ailleurs organisé, je me rappelle bien, il y a 2 mois comme ça, les journées portes ouvertes du musée de l'eau. Et chaque 22 mars, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, M. Samoura organise notamment
également des journées portes ouvertes ou des activités pour valoriser ce liquide précieux. Merci bien. Alors, on va marquer une petite pause, le temps d'installer El Hadj Amadé Soro pour la revue de presse. Bravo El Hadj. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On fait les journaux ensemble. Absolument. Et nous commençons par ordre alphabétique avec le journal Aujourd'hui au Faso. Ok. À la une donc d'Aujourd'hui au Faso, Ta bouche, mon oreille, RDC M23 ce 18 mars. Si Kagame est confiant, l'optimisme est permis. Campagne de désinformation sur les événements de Solenzo. Le gouvernement regrette et condamne opération coup de cœur de Impact TV, 3e édition, plus de 13 millions de dons pour les blessés en opération. Comment se porte le Burkina à N-1? Discours sur la situation nationale du Premier ministre Jean-Emmanuel, un beau tableau clinique, poser un bon diagnostic sous que ferme sur la trajectoire souverainiste. Concours professionnel 2025, le ministre Mathias Traoré donne le top de départ. Lutte contre le trafic illicite, la douane burkinabé saisie pour 166 millions de francs CFA de faux médicaments et de drogue. News du jour, Monseigneur de la Giovanna, nommé Nos apostolique, Savan Media, Isaka Souerma, DG. Rodriguez rend hommage à Tom 5 partis politiques dissous en Guinée. À la suite d'Aujourd'hui au Faso, place donc au journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso à la une de l'Express du Faso. Événement à Solenzo, le gouvernement restitue les faits. Autant les dire encore Solenzo, l'ONAB Banfora, avec une mise de 900 francs, il empoche 89 485 500 francs CFA. Situation du pays, le chef du gouvernement dresse un bilan positif de 2024. Simple détail, coupure intempestive d'électricité, on aura encore chaud. Quand une génération refuse de s'assumer, ça donne ça. Cannes U-17 Maroc 2025, les étalons en stage à Mohammedia, c'est au Maroc. À la une du journal Le Pays, réalisation des travaux de la retenue d'eau à Eredougou, le ministre de l'Agriculture donne le feu vert à l'ONBA donc. Événement de Solenzo, le gouvernement appelle à la sérénité. Situation de la nation, aucun centimètre carré du Burkina Faso ne sera cédé, rassure le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Réaction du député. Confidence du week-end TGI Bobo, Seydou Sano, ex-maire de l'arrondissement 5, libéré. Église catholique du Burkina, Monseigneur Giancarlo de la Giovanna, nommé Nos apostolique. Viol présumé au chassu Yalgado Ouedraogo, à la barre, la victime raconte. Actu Sport, Cannes U-17, Maroc 2025, le drapeau national officiellement remis aux étalons. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec l'Observateur Parga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Obs, massacre présumé des civils à Solenzo, une vaste campagne de désinformation pour discréditer nos vaillants combattants. Pengnoende Gilbert Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. Discours du PM sur la situation de la nation, 71% du territoire recouvré. Exercice illégal de la microfinance, rabiga cotisation dans le viseur de la justice. Rupture collective chrétien-musulman, un iftar œcuménique à la place de la nation. 2 millions de personnes, ça c'est dans le discours donc sur la situation de la nation, 2 millions de personnes vulnérables secourues, 1400 structures éducatives rouvertes, 200 formations sanitaires de nouveau opérationnelles. Et nous poursuivons avec les quotidiens d'État citoyen à la une des citoyens concours professionnels 2025, 50 940 candidatures à la conquête des 4
348 postes disponibles. 100 jours du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo aux côtés des forces combattantes éditoriales, action et efficacité. Événement de Solenzo, le gouvernement au chevet des personnes déplacées internes. Situation de la nation, la quintessence des actions menées exposées aux députés, satisfecit générale à travers le pays. Incitation à la violence communautaire, le gouvernement condamne. Recadrage du cours d'eau de Hérédougou, le ministre Ismaël Sombier lance les travaux. Vol à la microfinance Rabiga cotisation, l'enquête judiciaire dévoile une activité illégale de la société. Et nous terminons avec les quotidiens à la une du journal quotidien Solenzo Boucle du Monde. Plus de 300 personnes utilisées comme bouclier humain par les terroristes libérés. Lutte contre le terrorisme, plus de 71% du territoire reconquis. 15 sièges de circonscription administrative rouverts. 212 villages réinstallés selon le Premier ministre. Paris mutuel urbain, Brahima Ouattara devient multimillionnaire en misant 900 francs CFA. Le voyageur de Guéna s'en va. Une station en construction démolie pour non-respect de la réglementation. Marché de Koubri, mort accidentelle de 2 femmes en moins d'une semaine. Affaire de détournement de 250 millions de francs CFA, la société victime exerçait sans agrément. Burkina, de faux médicaments et de la drogue d'une valeur de 166 millions de francs CFA saisis par la douane. Merci bien, Elage, pour ce titre. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis pour parler de l'actualité qui est évoquée par tous les journaux aujourd'hui, c'est notamment le discours sur la situation de la nation du Premier ministre devant les députés. C'était vendredi. Absolument. Qu'est-ce qu'on retient de ce discours? Oui, on retient que c'est un tableau reluisant du Burkina Faso qui a été présenté à la représentation nationale par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo à N-1, comme disent les comptables, puisque c'est en réalité le bilan de 2024 qui a été donc livré. Au-delà des chiffres, bien sûr, qui sont encourageants, il faut donc aller au fond de cet exercice constitutionnel, puisque selon la constitution du Burkina Faso, le Premier ministre a 2 rendez-vous majeurs avec la nation. Il y a d'abord, suite à sa nomination, il y a ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Et cette déclaration de politique générale est sanctionnée par un vote. Et s'il obtient la majorité, cela vaut investiture. Ce qui a été donc fait en janvier, donc en décembre, donc suite à sa nomination. Et ensuite, après cela, il y a maintenant ce qu'on appelle le discours sur la situation de la nation. C'est une sorte de miroir, de radioscopie, pour voir quels sont les engagements qui ont été pris. Est-ce que ces engagements qui ont été donc pris ont été bien sûr, comment on appelle ça, remplis? Quelles sont les insuffisances qu'il faut dégager et comment procéder à des ajustements pour effectivement remédier à ces manquements. Donc c'est un rendez-vous, comme je l'ai dit, important pour le chef donc, du gouvernement, parce que quand on gouverne, il faut également donner l'information, rassurer les populations à la base des actions qui sont menées. Parce que en matière donc, de gouvernance, si quelquefois l'information ne descend pas, alors cela peut porter préjudice à l'efficacité même de l'action. Donc ici nous avons vu un Premier ministre confiant, donc au lendemain meilleur pour le Burkina Faso. Bien sûr, c'est un tour d'horizon de l'ensemble des questions qui concernent la vie de la nation burkinabé, de l'éducation en passant par la santé, de la diplomatie en passant par les infrastructures routières, de, n'est-ce pas,
la question de la lutte contre le terrorisme qui est un sujet central naturellement pour le Burkina Faso. Et là, nous avons un chiffre de 71% du territoire recouvré. En décembre, on était de l'ordre de 69%, fin 2024. Cela veut donc dire qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain. L'adresse du Premier ministre à l'ALT, l'Assemblée législative de transition, a coïncidé avec les événements de Sorenzo, où effectivement on fait face à une campagne monstrueuse de désinformation pour discréditer les actions des forces combattantes. Et là, le Premier ministre a saisi l'occasion pour rappeler effectivement que chaque fois que les forces combattantes engrangent des victoires sur le terrain, chaque fois que l'armée monte en puissance, chaque fois que les territoires sont reconquis, c'est en ces moments précis que nous faisons face effectivement à cette campagne donc de diabolisation, à cette campagne donc de désinformation pour effectivement montrer, pour en tout cas décourager l'élan qui est engagé pour la libération totale du Burkina Faso. Et c'est le lieu ici donc de demander aux Burkinabés d'être vraiment vigilants. Parce que chez nous, en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'inévitable distorsion de l'information. Pourquoi des médias étrangers font un tir groupé sur le Burkina Faso, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont des informations. Quand on prend par exemple les médias occidentaux, il y a des informations qui les concernent plus que nous, notamment la situation en Ukraine et d'autres fronts. Et pourquoi c'est sur le Burkina Faso qu'on sent en tout cas cette campagne accentuée, intensifiée pour eux. Et souvent ce sont des gens qui n'ont pas de répondant sur place et qui se basent sur des vidéos qui sont postées par des activistes, qui sont postées par des gens dont on doute souvent donc de la crédibilité, et qui, des médias aussi donc crédibles, ne peuvent pas effectivement se mettre à ce niveau de colmater des rumeurs effectivement. Alors, mais ce qu'il faut donc dire, je pense que le gouvernement travaille là-dessus, c'est de faire la lumière effectivement sur toutes ces informations, sur tous ces actes qui sont supposément donc posés par des combattants, même si cela va en tout cas m'étonner, parce que les forces combattantes ont pour mission de sécuriser les populations, ont pour mission de travailler à la reconquête du territoire. Donc il va être quand même difficile, incompréhensible pour ces forces combattantes-là de retourner les armes contre les populations qu'ils sont censés donc protéger. Et nous sommes donc dans une dynamique de reconquête du territoire, dans une dynamique donc de renforcement de l'AES, et cela forcément ne plaît pas à certaines officines qui font forcément donc continuer dans ce sens. Et cela n'est pas du tout nouveau, hein. Dans les événements passés, on a vu que chaque fois qu'il y a une action d'envergure qui est menée par les forces combattantes, on sent effectivement cette montée de campagnes de désinformation. Mais c'est à nous, les Burkinabés, de savoir que nul ne viendra faire notre bonheur à notre place, que nul ne peut pas aimer le Burkina Faso plus que les Burkinabés eux-mêmes. Donc je pense que si ce message-là est bien compris, et heureusement que de plus en plus, les gens ne sont plus perméables à ces manipulations, parce qu'on sait que quand un média étranger choisit de se focaliser sur un événement dans un autre pays, ce n'est pas de façon innocente. C'est pour effectivement rendre service à certains agendas, maintenant qui sont connus de tous, c'est de saper cette dynamique qui est enclenchée, notamment par le capitaine Ibrahim Traoré, suite donc à sa venue donc au pouvoir, et avec l'ensemble, le Premier ministre a parlé des billes qui ont été créées, des goumis qui ont été créés, des villages qui ont été donc réinstallés, donc des circonscriptions administratives qui ont été donc plus de 15 sièges de circonscriptions administratives qui ont été déjà donc installés. Tout ça, ça montre que le Burkina Faso avance, même si pour certains c'est lent, cette avancée-là n'est pas à leur goût, mais il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que nous traînons cette question donc du terrorisme. Et aujourd'hui, avec le concours des deux autres pays de l'AES, nous pensons que, comme l'a dit le Premier ministre, la victoire est certaine. On espère bien. Merci beaucoup, Elhadj. Merci.
pour ces analyses. Ça sera l'heure pour nous également de découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Recevons pour vous aujourd'hui Dr Boukari Nebié, ancien chercheur à l'université et analyste du discours. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour analyser pour nous des discours justement de nos dirigeants. Et aujourd'hui, on va s'articuler, on va donc s'intéresser au discours de la situation de la nation du Premier ministre. C'était vendredi dernier qu'il était justement devant les députés pour parler aux députés sur la situation de la nation qu'est le Burkina Faso. Comment déjà vous avez trouvé la forme du discours avant qu'on rentre dans le fond? D'accord. Merci madame, merci à Savane Media pour cette occasion qui m'est donnée encore de partager quelques idées avec vos téléspectateurs. Alors, s'agissant de la forme de l'exposé du Premier ministre, avant de dire, m'appesantir sur la forme à proprement parler, permettez-moi de rappeler que c'est un exercice constitutionnel. Oui. Notre loi fondamentale, celle de 2 juin 1991, stipule à son article 109 que le Premier ministre adresse directement à la représentation nationale, c'est-à-dire les députés, un discours sur l'état de la nation. Et c'est à l'occasion de la première assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Oui. Et justement, la première session plénière de l'Assemblée nationale de l'année 2025, c'était à cette date-là. Et c'est à cette occasion que le Premier ministre s'est adressé aussi bien au Burkinabé, mais à travers ce discours direct à la représentation nationale. La loi fondamentale stipule également que à cette occasion-là, les députés posent des questions à l'issue donc de l'exposé du Premier ministre pour soit comprendre davantage un certain nombre d'aspects ou peut-être pour aborder des éléments qui n'auraient pas été abordés par le Premier ministre. Et là également, l'exercice a été fait. La différence, c'est que on avait déjà, on a la déclaration de politique générale du Premier ministre, oui, qui est stipulée par l'article 63 de la loi fondamentale également, qui là stipule que dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une sorte de déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de feuille de route. Mais là, c'est suivi de vote. Et ce vote-là vaut investiture, ce qui s'était fait le 27 décembre 2024. C'est ça. Donc alors, cet exercice est passé. Cet exercice est passé. Alors aujourd'hui, pour parler de la forme, c'est de se demander est-ce que le Premier ministre a répondu à l'exigence de cet exercice-là. Et l'exigence, c'est quoi? J'ai tenu à rappeler les deux exercices parce que l'exposé sur la situation de la nation, c'est une sorte de bilan que le Premier ministre fait sur les les 12 mois qui se sont écoulés, c'est-à-dire l'année qui s'est écoulée, en l'occurrence l'année 2024. Et le Premier ministre, quand il commence sa déclaration, il situe cette déclaration-là dans un contexte. C'est en lien avec le plan d'action pour la sécurisation et la stabilisation et le développement 2023-2024. Et il dit clairement que son exposé va s'inscrire dans le cadre de ce plan d'action-là. Okay. Donc, il régit les activités, les actions du gouvernement de 2023 à 2025. Et de ce point de vue, son discours est axé sur 7 points. Si vous permettez rapidement, lutte contre le terrorisme et le recouvrement du territoire, la réponse urgente et efficiente à la crise humanitaire, la souveraineté alimentaire, oui, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le développement du capital humain, l'amélioration du cadre de vie des populations, le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale. Voici les 7 points qu'il a abordés en lien justement avec ce dont je parlais, le plan d'action 2023-2024. Maintenant, est-ce que dans le contenu de son discours, il a tenu à faire en sorte que il y ait une congruence, une conformité entre ce qu'il a annoncé comme plan et ce qui a été dit à l'intérieur du discours? De ce point de vue, la réponse est
par l'affirmative. Donc, le contenu du discours est en phase avec ce qu'il s'est donné lui-même comme plan pour le discours en question. C'est ça. Donc, on peut dire oui, dans la forme, le discours tient. Il tient parce que c'est un exercice constitutionnel. Et qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse? Qu'il présente l'état de la nation, autrement ce que le gouvernement a fait en 12 mois, en 2024. Et je pense que quand on lit le discours, ça répond à ce qu'on attendait de lui. Mais il faut aussi dire, c'est une sorte de continuité de l'administration. Parce que le Premier ministre a été nommé en décembre dernier. Donc, pour qu'il y ait un an, il faut que nous soyons en décembre 2025 pour que Jean-Emmanuel Ouedraogo, son excellence, ait un an. Mais là, il présente un discours, il fait signer plutôt les réalisations qui se sont faites quand lui-même, il n'était pas encore Premier ministre. Certes, il était du gouvernement, mais à supposer qu'on ait eu un Premier ministre qui n'était pas du gouvernement, mais qui allait devoir présenter les actions du gouvernement qui s'étaient faites en un an, alors que ce n'était pas sous lui. Donc là également, ça montre que c'est la continuité de l'administration. Et donc ici, c'est une manière également de montrer que les institutions au Burkina Faso, quel que soit ce qu'on dit, sont dans une sorte de vitalité. D'accord. Donc à l'intérieur, on aura le bilan de l'ancien Premier ministre, par exemple, Mati Kielem. Donc, et puis, je vais parler des services qui étaient justement à son compte. Docteur, on ne peut parler justement de ce discours sans commencer par la situation sécuritaire. Ce qui a réconforté bon nombre de Burkinabés, ce sont des chiffres annoncé par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a parlé de plus de 71% du territoire qui a été recouvré et 212 villages réinstallés et plusieurs services donc réouverts également durant ces dernières années. Quelle est votre analyse sur ces points cités sur la situation sécuritaire? Oui, merci madame. Je crois que ce qui marque davantage, c'est le taux de recouvrement du territoire. Le Premier ministre a parlé de plus de 71% du territoire qui est recouvré, comme vous l'avez dit. Donc, il nous reste encore environ 29%. C'est énorme. C'est énorme ce qui a été fait, mais ce qui reste à recouvrer est encore énorme. Parce que ma position, c'est que le Burkina Faso nous appartient. Donc, il n'est pas question que nous soyons dans notre pays et qu'il y ait des parties de notre pays qui échappent à notre contrôle. Donc, même s'il nous restait 1% du territoire à recouvrer, c'est énorme. Et toutes les énergies, toutes les intelligences devraient être canalisées vers le recouvrement de ce pourcentage qui nous reste encore à recouvrer. Et ici, a fortiori, 29%, c'est énorme. Donc, toutes les intelligences, toutes les énergies, toutes les forces doivent être canalisées vers le recouvrement de ce qui nous échappe encore. Mais quand je finis de dire cela, je reconnais effectivement qu'il y a un travail énorme qui est fait. Et le Premier ministre l'a rappelé dans son discours, parce que très souvent, ce qui fait que nous perdons de vue certaines réalités, c'est qu'on ne se demande pas d'où est-ce que nous venons. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir à un moment où l'axe Ouagadougou, qui est la nationale numéro 1, était même menacé d'être coupé par les terroristes. Il est arrivé au pouvoir à un moment où il y a des zones, effectivement au Burkina Faso, enfin des artères principales du pays, qui étaient arraisonnées par des terroristes. Il est arrivé à un moment où, sauf pour ceux qui n'y croient pas, quand il fait lui-même le bilan de ce que notre état-major général avait comme réserve en termes d'armement. Et moi, je sais plutôt que ce n'est pas de la poudre aux yeux. J'ai eu l'occasion moi-même d'échanger avec des acteurs qui étaient directement impliqués sur les théâtres d'opération. Et qui vous disent, madame, et c'est tellement effarant, à quel niveau il y avait un certain dénuement pour les forces armées et pour les VDP. Donc, quand on arrive dans un pays, on prend le pouvoir dans un tel contexte, et qu'on arrive à redéfinir notre politique sécuritaire avec la création de 28 billes aujourd'hui et 13 Goumi, on peut légitimement
reconnaître que quelque chose de très solide a été fait, mais ne pas dormir sur nos lauriers parce que les 29% qui nous restent encore nous appartiennent et nous devons travailler d'arrache-pied pour que dans un bref délai, surtout, tous les Burkinabés, où qu'ils soient, quelle que soit la partie du territoire où ils se trouvent, vivent dans la quiétude, madame. Et à ce bilan sécuritaire, il faut ajouter le recrutement en masse de VDP, de militaires et surtout l'important matériel militaire qui ne cesse donc de venir au Burkina, parce que le Burkina aujourd'hui est tellement axé sur l'acquisition également de ces matériels de lutte contre l'insécurité. Alors ça également, c'est à mettre à l'actif du pouvoir actuel. À mettre à l'actif du pouvoir actuel. Et du peuple. Oui. J'ai envie de dire, parce que le Premier ministre a précisé que c'est la contribution de... Absolument, j'allais en venir d'ailleurs. C'est à mettre à l'actif du pouvoir, oui, mais à l'actif également du peuple burkinabé. Mais pourquoi on ne doit pas se gêner de dire que c'est à mettre à l'actif du pouvoir? On ne doit pas se gêner parce que c'est le pouvoir qui constitue la locomotive. Ce sont les dirigeants, à commencer par le capitaine Ibrahim Traoré, qui constituent la locomotive. Sinon, madame, vous conviendrez avec moi, on a eu des pouvoirs au Burkina avant Ibrahim Traoré qui n'ont pas permis aux Burkinabés de laisser parler leur patriotisme de cette façon-là. Donc, il y a une dynamique, il y a une locomotive et les wagons suivent. Donc, saluons cette vision du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement qui est comprise par la population et que cette population-là accepte. Je ne sais pas si on va y revenir, mais en 2024, on a pour le fonds de soutien patriotique 175 milliards de francs CFA contre 99 milliards en 2023, soit un taux d'évolution de 76%. Ça, il faut saluer les Burkinabés. Et nous devrons en être fiers. Parce qu'à un moment où nous demandons notre souveraineté, à un moment où plus de 30 ou 40 ans en arrière, des organisations en ont fait leur cheval de bataille, leur leitmotiv, à bas le FMI, à bas la Banque mondiale, à bas les institutions de Bretton Woods, et ils nous ont tous embarqués d'ailleurs là-dedans. Aujourd'hui, on peut être fier de ce que, surtout en ce qui concerne l'équipement des militaires, l'argent provient à plus de 100% des Burkinabés. Et madame, laissez-moi vous dire, j'ai eu des témoignages de Béninois qui ont appelé au Burkina Faso pour donner leur contribution au fonds de soutien patriotique. Ce sont des Béninois qui le font. Pendant ce temps, vous avez au Burkina Faso des gens organisés autour d'une certaine secte et qui disent non, 1% là, il faut qu'on abandonne. Mais vous dites, il faut qu'on soit souverain. Vous en avez même fait votre, je veux dire quoi, votre cheval de bataille. Aujourd'hui, imaginez si les Burkinabés refusent de contribuer pour l'effort de paix. Où est-ce qu'on gagne cet argent? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les énergies, comme on l'avait dit d'ailleurs, c'est de faire en sorte que le Burkina Faso recouvre la stabilité. Et cette stabilité ne peut pas être recouvrée s'il n'y a pas de moyens conséquents pour les militaires qui sont au front. Moi, ici, un enseignant-chercheur, vous l'avez dit en début d'émission. Mais pour que moi j'enseigne là, il faut que des gens soient en brousse pour me permettre d'être dans la quiétude et de travailler avec mes étudiants. On va revenir certainement sur les questions d'élèves qui ont abandonné, qui ont pu reprendre. Mais pourquoi ils ont pu reprendre? C'est parce que des gens sont au front au prix de leur vie, y compris les militaires et les VDP. Donc aujourd'hui, saluons cela, saluons ce que nous avons pu réaliser sur le plan militaire, nous, populations, bien sûr avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. C'est ça. Venons-en justement au plan éducatif, puisque ça a été également abordé par le Premier ministre. Plus de 1400 structures éducatives qui ont été délocalisées pour permettre la continuité et 1700 espaces temporaires justement d'apprentissage qui ont été réalisés pour permettre
la suite ou la continuité de l'éducation. On n'oublie pas aussi les kits scolaires qui ont été justement distribués à ces élèves aussi en situation vulnérable ou qui sont dans des difficultés. Alors, est-ce qu'en termes aussi, surtout quand on cite ces chiffres-là, ça vous conforte et vous voyez sur le terrain que quand même, on ne laisse pas ces élèves déplacés internes à eux-mêmes? Absolument. Ce sont des chiffres assez réconfortants et qui montrent quand même qu'un travail est fait. Mais encore une fois, qu'il y a encore du travail à faire. Ça, il faut le dire, honnêtement. Vous savez, le terrorisme, pourquoi, quand les terroristes arrivent dans une localité, les premières structures de l'État à être inquiétées, c'est la santé, c'est l'éducation. Surtout l'éducation. Quand ils arrivent, ils ne veulent pas qu'il y ait des écoles. Mais est-ce qu'on s'est assis et puis on s'est posé les vraies questions de savoir pourquoi c'est l'école qui est la première à être menacée par les terroristes? Mais la réponse de façon triviale, c'est que les terroristes veulent qu'il y ait une sorte d'obscurantisme. Parce que c'est parmi ces populations obscurantistes-là, ignorantes, que les terroristes arrivent à recruter. Est-ce que madame, moi, un terroriste viendrait me dire qu'il faut que je m'engage, il faut que je me fasse tuer, ou que je tue pour aller au paradis, aller rencontrer de prétendues vierges là-bas? Et vous l'acceptez comme ça? Vous l'acceptez comme ça. Mais c'est parce qu'on est quelque part, permettez-moi, bouché, qu'on l'accepte. Donc, en s'attaquant à l'école, on attaque le fondement de notre société. Et c'est Joseph Kizerbo qui le disait, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Or, dans une société comme la nôtre et d'autres sociétés d'ailleurs, la première structure, ou bien la structure la plus organisée pour cette éducation-là, c'est l'école. C'est vrai, l'éducation commence à la maison, mais l'école est la structure étatique qui puisse permettre à tous les citoyens de bénéficier des mêmes avantages, des mêmes privilèges. Si aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je suis sur votre plateau aujourd'hui, en train de parler et être capable de me prendre en charge et de prendre en charge d'autres personnes, c'est du fait de l'école. Et donc, il ne faudrait pas que cela soit refusé à d'autres enfants du Burkina Faso. Et une fois pour préciser que, oui, les chiffres que vous donnez de tout à l'heure, ces milliers d'écoles délocalisées, des enfants qui ont été récupérés, qui ont pu reprendre le chemin de l'école, c'est à saluer et que le gouvernement doit encore faire plus d'efforts, comme le Premier ministre l'a dit, pour que véritablement, dans un an au plus, tous les enfants du Burkina Faso puissent aller à l'école, qu'il n'y ait pas un enfant qui ne parte pas à l'école du fait de l'insécurité, du fait du terrorisme. Alors, il faut saluer aussi la résilience du corps éducatif. Docteur, vous êtes du milieu. Alors, moi, j'ai vu souvent des images sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, souvent, certains enseignants aussi qui sont arrêtés quelque part. Tu sais, c'est vraiment le strict minimum, mais qui tiennent des classes. Absolument. Peut-être nous autres... D'aucuns diront que nous sommes des privilégiés parce que nous sommes enseignants d'université. Mais même là, moi je suis de l'université Yembila Abdoulaye Togoyini. C'est à Fada Ngourouma. Et souvent quand je vais à Fada, les gens demandent, mais vous faites comment pour y aller? Mais on y va parce que c'est l'école. On ne doit pas abandonner les apprenants. Et nous encore, avec les universités, c'est vrai, c'est dans les grandes villes, on pouvait dire. Mais l'école primaire, dans chaque hameau de culture au Burkina Faso, il y a une école primaire. L'enseignant, l'enseignante est tenu d'y être. Parfois dans des conditions assez précaires. Et je conviens avec vous qu'il faut qu'on rende hommage à ces acteurs-là. Et je crois que quand on va venir à bout, on va vaincre le terrorisme. La première des choses que le capitaine Ibrahim Traoré devrait faire, c'est de regarder sérieusement les conditions de vie et de travail des enseignants, à commencer par ceux-là qui nous ont appris
à apprendre, à pouvoir lier le bois au bois, pour parler comme Cheikh Hamidou Kane, ceux qui nous ont appris à dire B plus A égale à bas. C'est ça. Alors, docteur, sur le plan sanitaire à présent, nous avons noté justement la réouverture d'infrastructures comme annoncé par le Premier ministre et le perfectionnement aussi de certains centres sanitaires. Aujourd'hui, on n'oublie pas aussi ces cliniques mobiles que le président et son gouvernement ont initiées maintenant. Et il n'y a que quelques jours, d'ailleurs, on nous a présenté encore d'autres matériels comme ça. Ça veut dire qu'il y a de l'innovation aussi sur le plan sanitaire. Pour reprendre les propos de quelqu'un, un grand frère avec qui j'étais hier à une émission, Dr Zungrana Moumouni, qui dit quand il regarde tout ce que ce gouvernement est en train de réaliser, la question qui lui vient en tête est la suivante. Qu'aurait été le Burkina s'il n'y avait pas le terrorisme avec ses réalisations? Imaginez si le capitaine était arrivé au pouvoir dans un Burkina sans terrorisme et qu'il arrivait à mobiliser l'ensemble des Burkinabés comme ça. Imaginez le taux de développement qu'on aurait eu en 2 ans ou en 3 ans. C'est énorme. C'est inimaginable même. Dans un pays où en même temps on lutte contre le terrorisme, où on a l'impression que tous les moyens sont orientés vers l'armée, vers les VDP, en même temps le gouvernement arrive à réaliser de telles prouesses. Vous l'avez dit, 15 cliniques mobiles pour rapprocher davantage la santé aux populations. Que des gens ne meurent pas parce que ils sont malades et qu'ils n'arrivent pas à se diriger vers une clinique, que les cliniques là aillent vers les populations. Et vous l'avez dit, je crois qu'il y a à peu près 2 semaines de cela, quand on a vu encore, quand le président remettait le matériel au ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier, d'une valeur de 13 milliards. Ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Mais en même temps, il a remis, je pense que 2 matériels au ministre de la Défense pour permettre qu'on prenne en charge les militaires qui seraient blessés sur le front. Parce que très souvent, le temps qu'on prenne pour les conduire jusque dans un centre de santé, dans un CMA et autres, le pire peut arriver. Donc que les militaires soient au front et qu'il y ait en même temps des cliniques de leur prise en charge sur le terrain. Et ces matériels-là, ces véhicules-là ont une autonomie de 8 heures. Et ça peut prendre en charge 30 personnes en même temps. Madame, qu'est-ce qu'on veut de plus? Si ce n'est de demander à Dieu véritablement d'éclairer davantage ce leader-là, ces autorités-là, et que l'ensemble des Burkinabés les accompagnent. Et puis, quand on va venir à bout du terrorisme, ceux qui veulent maintenant faire encore du Gandjoba pour leur parti politique, on pourra y revenir. Docteur, parlons maintenant de la souveraineté, surtout de la souveraineté alimentaire, parce que le gouvernement actuel aussi est lancé sur ce volet. Le Premier ministre l'a rappelé. C'est vraiment la trajectoire, comme vous l'avez dit, de leur plan d'action. Et l'initiative présidentielle est en marche avec, bien sûr, l'objectif atteindre l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous pensez que cette trajectoire peut nous permettre d'y arriver avec l'offensive agricole? L'offensive pas que agricole maintenant. Pas que, oui, halieutique, agricole, pastoral, ainsi de suite. Et je crois que le Premier ministre, dans son discours, l'a dit, avec les différents investissements, bien sûr, sur les recommandations du président du Faso, ont permis d'avoir en 2024 6 millions de tonnes de céréales contre 5 millions en 2023. Je crois que tout ce que le président a actionné dans ce domaine-là, dans le domaine de l'agriculture, et quand moi je dis agriculture, je mets tout dedans, l'eau, l'élevage, ainsi de suite. Si nous les accompagnons, il est évident que notre souveraineté alimentaire, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire sera une réalité en 2025 ou plus tard en 2026. Et ce n'est pas impossible. Thomas Sankara l'avait fait. En 4 ans de pouvoir, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire sous Thomas Sankara. Pourquoi après Thomas Sankara?
on n'arrive plus à l'atteindre et on pense même que c'est impossible. C'est une vision. Et là encore, j'étais à une émission avec le directeur général de l'ENAM, Dr Yarabatoula, qui dit, mais quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle de autosuffisance alimentaire, en fait, il a cherché ce qu'il voulait dire pendant un instant et il a simplement dit parce qu'on n'imagine pas une personne qui se lève le matin qui n'arrive pas à avoir à manger. Permettez-moi, je ne fais pas de la digression. Souvent, nous sommes dans la période du jeûne musulman et on dit que le jeûne musulman est une école. Une école parce que quand tu te lèves le matin, tu peux avoir à manger. Mais tu décides de te priver de nourriture jusqu'au soir, pendant un mois. Tu comprends la situation d'une personne qui, elle, n'arrive pas à manger. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais elle n'a pas à manger. Donc aujourd'hui, ceux qui arrivent à manger matin, midi et soir, là, eux, ils estiment, enfin, ils ne voient pas l'importance de faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité. Or, c'est une boutade. Elle est bien connue. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et quelqu'un avait même répondu que même quand le ventre est plein, il n'y a pas d'oreille là-bas. C'est pour dire que si on veut que les populations même là puissent accompagner le gouvernement dans ses actions de développement, il faut qu'on permette à ces populations-là de manger à leur faim. Et la seule façon de leur permettre de manger à leur faim, c'est si nous augmentons la production agricole. Et le Premier ministre, dans son discours, il a dit, on connaît les problèmes. Faible mécanisation, intrants qui coûtent cher, voilà, le bradage des terres. Donc, le gouvernement, en prenant assez de mesures pour permettre que ces difficultés-là soient résolues, évidemment, l'autosuffisance alimentaire sera une réalité, certainement dans de brefs délais. Après, on ne peut pas écarter aussi ces commerçants véreux de céréales souvent, parce que je sais qu'après production, il faudrait aussi lutter absolument, pour les recadrer. Vous le dites très bien. On a vu quand il y avait, on a suivi un reportage à la RTB sur les actions de sécurisation du territoire. Je crois que c'est vers Diapaga, je crois bien, où ce commerçant-là s'est permis de stocker du céréal dans son magasin pour affamer les populations. Et ce commerçant avait même, dans le reportage, il était dit, a eu le courage, parce que quand le commissaire s'est rendu compte, il a fait justement ouvrir ce magasin pour permettre aux populations d'avoir les céréales à des prix sociaux, autant pour moi. Le commerçant a eu l'outrecuidance d'aller convoquer le commissaire en question en justice. Vous voyez, on est au Burkina. Et vous le dites, là encore, on fait un clin d'œil. Aujourd'hui, le cas de la Sosico, il faut qu'on en parle. Nous sommes dans la période du jeûne. Et les grands commerçants au Burkina, il faut qu'on le dise, hein, les grands commerçants au Burkina, la majorité sont des musulmans. Et qu'est-ce qui explique que c'est pendant le mois du carême, du jeûne musulman, que le prix du sucre, le prix du lait, le prix de l'huile, du riz augmente. Et c'est nous qui disons que c'est un mois où il faut chercher la bénédiction, il faut se rapprocher davantage de Dieu. Et Dieu lui-même le dit, il n'a pas besoin de notre jeûne là. Si le jeûne consiste seulement à observer la faim et la soif, alors qu'au fond de nous-mêmes, on n'a pas changé. Donc, et vous voyez, la SN Sosico, le sucre, on dit de vendre à 800 francs. Il y a manque de sucre SN Sosico sur le marché. Pourquoi? Parce que des gens ont préféré débourser de l'argent, prendre le sucre de la SN Sosico, stocker, pour pouvoir avoir un agrément, aller prendre le sucre ailleurs et revenir revendre pour avoir des pourcentages, enfin des bénéfices de 100%. Mais pour la SN Sosico, qu'ils vont vendre à 800 francs, avoir sur le paquet peut-être 25 francs ou 50 francs de bénéfices, ils estiment que c'est peu. Madame, dans quel pays sommes-nous? En même temps,
qu'on demande que Dieu nous aide, on ne veut pas s'aider nous-mêmes. Donc bon, heureusement que la solution a été trouvée par le gouvernement avec ses boutiques témoins. On verra bien peut-être pour les céréales, il y aura aussi ces choses-là, en plus de la Sonagès, bien sûr. Alors, docteur, on va aborder d'autres plans pour poursuivre, parce que le temps risque de nous manquer. On sait qu'il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet que les gens, que beaucoup trouvent très souvent tabou. Il s'agit donc de la chefferie traditionnelle. Et donc, le Premier ministre a parlé ou annoncé un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière. C'était déjà annoncé, hein, on a vu dans la presse. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre par rapport à ce statut particulier de la chefferie traditionnelle? Non, madame, ce n'est pas, ça ne doit pas être un tabou. Je pense que parfois c'est parce qu'on ne s'assoit pas pour aborder courageusement un certain nombre de questions fondamentales et qui engagent même la vie de notre nation, qu'on a l'impression que ce sont des tabous. Ce ne sont pas des tabous. En Côte d'Ivoire, la loi sur la chefferie traditionnelle et coutumière a été votée en 2014. Au Ghana, dans la première constitution du pays, la loi y figure. Donc, on a à côté de nous déjà deux pays qui constituent des modèles, à mon sens, et qui l'ont fait, ça n'a pas empêché qu'il y ait la chefferie traditionnelle et coutumière. Au Burkina Faso, tous les gouvernements, tous les régimes qui s'étaient succédés en ont parlé, mais jamais on n'a pris le courage d'initier un projet de loi, a fortiori voter la loi en la matière. Et ici, je crois que le gouvernement, si on arrive avec ce projet-là à le faire passer à l'Assemblée nationale et à faire en sorte que la loi soit votée, cela aura été l'une des grandes réalisations du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Et rappelez-vous, parce qu'on a toujours dit, au Burkina Faso, là, on ne peut pas mettre de côté la chefferie traditionnelle et coutumière. Elle est importante parce que hier, aujourd'hui et demain, elle aura toujours sa place dans notre société. Quand le Burkina Faso a été disloqué, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un professeur d'université qui a pris son bateau de pèlerin pour permettre que les Burkinabés se mobilisent dans une sorte de patriotisme pour demander que la haute volta soit reconstituée. C'est un Naba, donc c'est un chef traditionnel. Et aujourd'hui, quand il y a un souci entre les acteurs politiques, où est-ce qu'on se réfère? Chez le Mogo Naba? C'est ça. Chez le roi Untamba Afada, chez le Boba Mandare, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on regarde comment est-ce que cette loi-là, on l'ajuste pour que la chefferie traditionnelle et coutumière soit non seulement un acteur central dans notre système de gouvernance, sans toutefois aussi les brimer. Et en la matière, il y a des réflexions qui ont été déjà faites au Burkina Faso. Je sais que le professeur Louada a fait beaucoup de travaux là-dessus. Le professeur Albert Ouedraogo a fait beaucoup de travaux là-dessus. Et d'ailleurs, lui, il a publié un ouvrage depuis 2012, Démocratie et chefocratie au Burkina Faso. Ce sont des ouvrages qui existent. Voilà. On pourra exploiter. Merci beaucoup, docteur. Notre temps est terminé. Déjà? Oui, c'est déjà terminé. En tout cas, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait son exposé vendredi et on attendra la suite alors. D'accord, merci madame, merci de l'invitation. Et la suite pour le gouvernement, c'est d'agir fermement pour la reconquête de notre territoire. Et surtout ne pas se laisser divertis par ces médias mensonges, par ces Burkinabés qui ont donné dos au pays et qui, chaque fois que notre armée avance sur le terrain, on va trouver des images fabriquées dans des laboratoires pour dire l'armée burkinabé, les VDP commettent des exactions sur une communauté particulière au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Peul, Mouaga, Goursi, Bissa et j'en passe vivent en harmonie. Et si tu es terroriste, quelle que soit ton ethnie, tu seras traité avec efficacité. Pour parler comme les jeunes, quand tu deviens un obstacle pour la souveraineté du Burkina Faso, on t'allume. Merci beaucoup, docteur.
Merci, madame. Je rappelle que Dr Boukari Nebié, ancien chercheur à l'université, il est par ailleurs analyste du discours. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on retrouve d'autres invités. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes là pour parler du changement à la tête donc de Savane Média. Vous l'avez suivi sur nos réseaux sociaux. Ce matin, l'équipe de Sonré en a parlé et nous sommes là pour en parler. Nous sommes avec des responsables de Savane Média. Monsieur Charlemagne Abissi est le directeur général sortant de Savane Média, représentant le conseil d'administration de la boîte. Il est sur le plateau avec nous. Bonjour, chef Abissi. Bonjour, bienvenue. Nous sommes également avec Naba Boalga de Dawelge, monsieur Issaka Sowema, l'état civil, nouveau directeur général de Savane Média. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci. Et comme je le disais, nous parlons du changement à la tête donc de Savane et nous sommes avec monsieur Abissi, le représentant du conseil d'administration de Savane. Alors monsieur Abissi, le conseil d'administration de Savane a décidé d'un changement, a pris la décision donc pour améliorer ce qui est déjà fait, de placer Naba Boalga à la tête de la direction générale de Savane Média. Pourquoi ce choix? Il faut dire que c'est pour nous tout à fait naturel, parce que dans la dynamique des sociétés, vous avez des parcours où jusqu'à un certain niveau où alors vous êtes pratiquement en phase de plateau, vous ne voyez plus avancer, voilà. Et il faut avoir le courage et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, donc de faire changer les choses. Peut-être que je vais inventer un proverbe, il dit tant que si vous ne gravissez pas la montagne, vous ne pouvez pas savoir si derrière il y a un cours d'eau, s'il y a une forêt ou s'il y a autre chose. Donc il faut parfois prendre le courage donc de briser ça et puis avancer. Parce que sinon, comme dirait quelqu'un, si vous continuez de faire la même chose, vous ne pouvez pas espérer avoir un autre résultat que celui que vous aviez auparavant. Savane Média est arrivé à un moment de son histoire où elle veut passer à une autre étape. Disons clairement les choses à un niveau supérieur. Peut-être que les gens ne savent pas. Le modèle de Savane est un modèle unique, spécifique. Et je peux vous assurer que nous n'avons pas encore atteint les 50% de nos capacités, malgré tout ce que les gens voient. C'est pour dire que nous avons encore une grosse marge de progression, hein, et que nous pouvons faire beaucoup plus de choses encore. Bon, maintenant, à ce stade où on semble entrer dans une sorte d'inertie, hein, où, comme dirait mon cher grand frère, le professeur Balima, au moment où nous sommes en train de pédaler dans la choucroute, je crois qu'à un moment donné, il faut changer de monture et avancer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Nous avons réfléchi. Nous avons fait un casting au niveau du conseil d'administration. Et franchement, nous avons trouvé que le profil de M. Souema correspondait exactement à ce que nous voulons pour faire basculer. Donc, ça va donc dans une nouvelle dimension. Et qu'est-ce qui a concrètement milité en faveur de Naba Boalga? Pourquoi vous l'avez choisi, lui? Alors, donc, je parlais du profil, le profil non seulement qui correspond donc, au regard donc, de ce qu'il est intrinsèquement et aujourd'hui ce qu'il représente. Voilà, c'est-à-dire que vous savez que Savane, c'est quand même avant tout un peu la tradition. Voilà, c'est donc la promotion de la culture. Alors, Savane, c'est quand même aussi un média. Naba Boalga a fait tout le parcours pratiquement. Il a fait la télé, il a fait le citoyen, il a fait l'administration publique. Donc il correspond exactement à ce que nous voulons. Parce que qu'est-ce que nous voulons changer en réalité? Nous voulons changer les procédures. Nous voulons changer la manière de faire. Nous voulons changer les pratiques. Hein? Et vous savez, lorsque vous êtes ensemble tout le temps depuis pratiquement une trentaine d'années, bon, il y a des habitudes qui s'installent. Il y a la rouille donc, qui davantage continue donc, de gripper la machine. Et je pense que non, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est en ce sens-là que nous avons donc, fait appel à Naba Boalga, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter ce challenge. Avant de donner la parole justement à Naba, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la gestion de la maison Savane? Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. Pas grand-chose au niveau de la structure, mais dans les méthodes,
certainement les choses vont changer. Et ça, c'est important. Ça, c'est comme c'est la mission principale de M. Souema. Donc, voilà. D'accord. Avant de vous donner la parole pour vous adresser aux téléspectateurs, nous allons passer la parole au nouveau directeur général de Savane Média, M. Issaka Souema, à l'état civil, Naba Boualga de Daouédré. Naba Boualga, vous avez pris service lundi dernier et vous avez été présenté au personnel de Savane Média, c'était samedi dernier. Alors, dites-nous déjà comment vous appréhendez cette nouvelle mission. Merci de me recevoir. Justement, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord témoigner ma reconnaissance au conseil d'administration de Savane Média, à commencer par son président El Hadj Sidnaba Bouakar Zida et le vice-président qui est avec nous ici, M. Abissi Charoumaï. Je le dis non pas pour sacrifier à une tradition, mais simplement parce que quand on vous fait confiance, ça ne s'achète pas au marché la confiance. Et c'est une valeur qu'il faut chaque fois cultiver. C'est une valeur qu'il faut travailler chaque jour à mériter. Donc, un peu comme un arbre qu'il faut arroser tous les jours. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le minimum, justement, c'est de les remercier d'avoir pensé que je peux contribuer en fait à relever les défis. Je voudrais, à partir de ce que le vice-président a dit, souligner également que il a été assez sévère de mon point de vue, mais c'est pour mieux faire changer les choses certainement. Bon, sinon assez sévère, pourquoi? Parce que effectivement il y a certainement des difficultés, mais je pense que ces difficultés sont certainement internes, mais c'est aussi et surtout lié en fait à des défis au plan national, au plan international, bon, et naturellement dans le paysage médiatique aujourd'hui. Donc ça veut dire que les difficultés ne sont pas seulement d'origine endogène, mais c'est également d'origine exogène. Alors, et donc quand c'est comme ça, évidemment il s'est apaisanté sur l'aspect interne, bon, ce qui est bien, parce que si un problème vous arrive, et si vous ne faites pas votre propre introspection pour connaître votre part de responsabilité de manière à rebondir à partir du diagnostic que vous aurez fait et que vous pensez que c'est les autres qui sont à la base de votre malheur, vous ne vous en sortirez jamais. Donc je voudrais juste relativiser ce qu'il a dit. Je pense que en ce qui me concerne, bon, les sentiments qui m'animent, c'est que je pense que au niveau du personnel, au niveau du conseil d'administration, bon, il y a près de 30 ans que voilà, Savane existe, bon, ce qui veut dire qu'il y a un fonds de commerce, ce qui veut dire qu'il y a une dynamique interne qui potentiellement permettent effectivement de relever les défis. Moi, je ne viens pas en fait en surhomme. Je ne viens parce que les surhommes là c'est juste pour les philosophes avec Nietzsche. Je viens justement apporter ma part contributive, bon, en termes d'expérience, en termes de connaissances, bon, à ce qui en fait existe déjà, parce que mon père disait que même si vous êtes le plus courageux du village, le plus grand chasseur du village, à vous seul, il est impossible d'encercler ou d'entourer un buisson sans que les gibiers s'échappent. Donc c'est pour dire qu'il y a certainement les gens du village qui doivent également apporter leur contribution, et je pense que dans ce sens-là, nous pouvons effectivement faire beaucoup de choses ensemble. Et je l'ai dit aussi parce que, bon, il a parlé de mon profil, etc. Moi, je pense que il y a certainement quelque chose que je peux proposer, mais il y a certainement, même si on ne les a pas détectés, des gens dans ce pays-là qui sont probablement plus compétents que moi. Mais pour l'instant, c'est moi qu'on a trouvé. Je pense que je vais me mettre à la tâche. Bon, et justement avec vos contributions respectives, bon, pour travailler en fait à relever les challenges. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, vous avez dirigé des médias, vous avez dirigé Citoyen. Et qu'est-ce que vous comptez corriger ou changer au niveau du Savane? Bon,
il faut aussi dire qu'il y a quand même la RTB, même si ça ne s'est pas très bien passé, mais ce n'est pas le sujet ici. Bon, mais on pourra revenir là-dessus, il n'y a pas de sujet tabou en ce qui me concerne. Je pense que, qu'est-ce que je compte changer? Je pense que la question c'est de savoir qu'est-ce que, en interaction avec le conseil d'administration d'une part, et en relation avec le personnel d'autre part, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait ensemble. Parce que nous constituons effectivement une équipe. Alors, une équipe, il y a certainement un leader, mais qui n'est pas un Deus ex machina, qui veut dire qui n'est pas un éclairé, un illuminé. Alors donc, il est simplement chargé de créer les conditions subjectives et objectives pour que les capacités des uns et des autres s'expriment avec le maximum de pertinence, s'expriment avec le maximum d'efficacité et s'expriment avec le maximum d'efficience. Donc concrètement maintenant, je pense que si on regarde, on peut s'apercevoir que notre public, c'est un public populaire au sens positif du terme. Je l'ai dit, si vous prenez les agriculteurs, si vous prenez les éleveurs, si vous prenez le secteur informel, alors donc c'est effectivement la base de notre public. Et c'est aussi la base de la société. Quand vous prenez les élites là, elles sont au sommet. Mais c'est parce qu'il y a la base qu'il y a le sommet. Sinon, s'il n'y a pas de base, ben, il n'y a pas de sommet. Donc, ça veut dire que déjà ce qui est fait en interaction, en communion et en symbiose avec, par exemple, ce public-là, il faut, de mon point de vue, intensifier davantage la communication et puis concevoir des programmes en plus de ce qui existe ou améliorer ce qui existe, bon, pour rendre ça encore plus accrocheur. Alors parce qu'il y a non seulement le public qu'il faut satisfaire, mais il faut également faire face à la concurrence. Alors et si vous n'innovez pas, à un moment donné vous allez vous essouffler. Je pense également que pour ce qui est de nos partenaires, par exemple, il y a naturellement le spectre ou l'assiette des partenaires qu'il faut élargir, mais il faut consolider également ce qui existe, et consolider ce qui existe va consister essentiellement, bon, à améliorer ce que nous faisons, bon, et de manière à ce que ceux qui sont avec nous soient davantage convaincus, et que ceux qui sont les prospects là, qu'ils soient également intéressés par rapport en fait à ce que nous faisons. Pour ce qui est du personnel, naturellement, la ressource humaine pour moi, c'est bien sûr la principale créatrice de richesse, et que de ce point de vue-là, il faut mettre un point d'honneur à mettre les gens dans des conditions psychologiques qui puissent les libérer, alors pour que nous puissions travailler ensemble, mais naturellement, s'il y a des droits, c'est qu'il y a également des devoirs. Alors il faut respecter, il faut accomplir ces devoirs. Bon, sinon, je pense également que là, il y a des réponses administratives qu'il faut apporter à ça. D'accord. Vous avez abordé un peu ma prochaine question, justement, parce que vous prenez la direction de Savane dans une situation de contexte de crise financière généralisée des médias au Burkina, il faut le dire. Quelle est votre approche pour justement permettre ou remettre la caisse en état? Quelle serait votre approche? Moi, je pense qu'au niveau interne, il y a peut-être aussi en relation avec le conseil d'administration et les propositions que le personnel pourrait faire, travailler à rendre les choses beaucoup plus rigoureuses. Donc en termes administratifs, par exemple en termes professionnels, je veux parler de l'aspect médiatique, également en termes financiers, et également, je pense qu'il faut que ce soit beaucoup plus rigoureux, et dans ce sens, je pense qu'il y a le commissaire au compte, donc l'expert comptable, qui va certainement nous y accompagner. Alors, il s'agit également, à ce niveau, de faire comprendre aux gens que, en fait, le souci n'est pas de jouer aux flics. Le souci n'est pas systématiquement de brandir le bâton, etc. Mais c'est simplement que les gens sachent
que les choses effectivement ont changé et que nous tous là, nous sommes susceptibles de changement. Nous sommes capables de changement pour peu que nous en ayons la volonté, parce que si vous posez des problèmes aux gens, ils vont dire « Ah oui, ça ne va pas, il y a ci, il y a ça ». J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de responsables. Et pour ce qui concerne les autres strates du personnel, je vais rencontrer individuellement les gens, donc du premier jusqu'au dernier. Mais il y a quelque chose qui revient de façon récurrente. Mais maintenant, si on est tous d'accord qu'il y a des problèmes, et là où réside seulement maintenant le défi, c'est que nous fassions l'effort, chacun à son niveau, de changer. Et c'est ça, que cette dynamique-là, qu'à mon modeste niveau, je dois travailler effectivement à relever. Et puis, bon, pour ce qui concerne les partenaires, les auditeurs, etc., bon, tout ça, ça devrait suivre dans ce sens. Ok. Merci bien, Michel, qu'il nous reste 2 minutes, mais un mot quand même à l'endroit des téléspectateurs, du personnel, mais également des partenaires. On commence par Chef Abissi. Quel est votre mot à l'endroit de tous ces partenaires et du personnel? Alors, je vais m'adresser donc à notre public cible qui nous accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, donc on va dire plus de 25 ans maintenant, et dire c'est parce que nous ne voulons pas que la chaîne disparaisse, le groupe disparaisse un jour ou l'autre, que nous avons pris cette décision courageuse. Parce que vous savez, des fois, il suffit simplement d'un petit changement, d'un petit déclic pour que les choses repartent de nouveau. Et je pense que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Du reste, nous n'allons pas très loin. Vous avez signalé que nous sommes au conseil d'administration. Ça veut pas dire, nous ne sommes plus dans l'opérationnel, mais dans le stratégique. Nous allons pouvoir avoir un regard plus large, voilà, pour orienter davantage. Nous accompagnons donc l'équipe dirigeante d'aujourd'hui pour arriver aux résultats qui ont été fixés. Parce que bien sûr, il y a des objectifs qui ont été fixés, qu'il faut atteindre, mais ça ne veut pas dire que nous les laissons faire. Voilà. Donc quand vous regardez par exemple, ce que nous savions faire, nous allons continuer de le faire au profit donc, du groupe, de toute l'équipe. C'est-à-dire notamment accompagner au niveau commercial par exemple, pour le président, et moi accompagner au niveau suivi. Et puis au niveau donc, formation, renforcement de capacité des différentes équipes, enfin, ça va continuer. En plus de l'orientation, et puis du suivi au quotidien. Voilà. Donc ça c'est important. Alors donc pour le personnel, qu'il reste calme et qu'il profite de l'occasion pour, comme l'a dit le directeur général, changer les mauvaises habitudes. De paradigme. On ne va pas dire mauvaises habitudes. Changer de paradigme. Okay. Voilà, pour qu'on puisse avancer, tout simplement. Voilà, donc après le reste, on va parler de administrative. Mais maintenant, je rassure donc le DG que nous sommes vraiment là pour l'aider à réussir sa mission de façon très brillante. Voilà, donc à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. Et puis donc de façon globale, en tout cas, merci pour toutes ces années que nous avons passées ensemble dans l'opérationnel, je veux dire vous et moi. Voilà, donc et puis bon courage pour la suite. Bon vent à DG. Merci bien. DG, votre message à l'endroit du personnel et des auditeurs et téléspectateurs. Alors, d'abord, il faut dire au personnel que nous sommes, moi je suis membre d'une équipe, je suis simplement chargé donc d'imprimer une allure, une cadence, une mélodie à la chose, donc je reste tout à fait disponible. Pour ce qui est des auditeurs et des téléspectateurs, je pense que nous sommes à leur service et moi je suis le premier à être à leur service. Donc, s'il y a quels que soient les problèmes qui se posent, en tout cas moi je reste tout à fait disponible à écouter, et s'il y a des explications à donner, on peut donner, s'il y a des corrections à faire, on peut effectivement ensemble soumettre ces questions-là au niveau du personnel, pour que de toute façon ce soit participatif, ce soit inclusif, ce soit cohésif, et que ce que nous allons produire soit les reflets, n'est-ce pas, de nos intelligences collectives, de sorte à ce que nous puissions atteindre les objectifs visés et par la maison et par les auditeurs et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Et à la suite de Chef Abissi, nous aussi on vous dit bon vent.
Merci. Merci. Mais restez avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être passés et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine démarre aujourd'hui. On vous souhaite une excellente semaine, mais ne zappez surtout pas les programmes de Savan TV se poursuivent. Quant à l'équipe de Bonjour le Façon, on se retrouve Inch'Allah demain. Allez, on se dit.